j'adore Data Studio, je reviens là-dessus parce qu'il y a 2-3 quick wins que je vais pouvoir vous donner sur des indicateurs à créer dans l'outil Data Studio de Google qui sont vraiment dingues pour la prise de décision. Donc, si jamais la croissance arrive et que les outils de data ne sont pas configurés, tu peux aller très vite, tu peux faire du 200 km/h, battre les autres sur du court terme, mais tu es en pleine nuit noire. Le jour où un virage arrive, virage marché, virage produit, tu t'écrases. L'autre information que j'aime bien, l'autre page que je vais créer dans ces reporting, c'est le pourcentage de conversion entre les smartphones et le PC. Hello et bienvenue sur le Gripcast, le podcast qui va t'aider à rentabiliser tes investissements publicitaires sur Internet. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Et aujourd'hui, justement, j'ai le plaisir de recevoir Clément Bourdon, qui est un autre spécialiste de la publicité sur Google. Il est co-gérant, cofondateur de l'agence WeBloom, qui accompagne des clients essentiellement start-up B2B dans la génération lead, de la lead gen. Et il va nous expliquer son framework, son template, ses différentes étapes qu'il utilise pour faire passer ses clients du niveau 0 sur Google Ads à des budgets parfois de plusieurs dizaines de milliers d'euros, tout en utilisant tous les leviers sur Google Ads, du search au display à YouTube. On va voir comment il utilise ces différents leviers, dans quel ordre. Et surtout, si tu restes jusqu'à la fin, tu pourras bénéficier de son template Google Data Studio avec des données qu'il utilise que tu ne peux retrouver nulle part ailleurs et surtout pas dans la plateforme Google Ads. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Clément. Allez, c'est parti. Salut Clément, bienvenue sur le podcast, sur le Gripcast. Tu m'as contacté il y a quelques temps, toi tu es un spécialiste Google Ads, un sujet que je connais bien forcément. Avant qu'on rentre dans le sujet du jour sur Google Ads, qui va être les stratégies que tu utilises pour faire scaler tes comptes, apparemment plutôt B2B, le lead gen, je vais te demander de te présenter un elevator pitch pour me dire qui tu es et ce que tu fais. Avec plaisir et merci pour l'invitation. Alors, Clément Bourdon, j'ai cofondé l'agence WeBloom, on existe depuis 3 ans et on s'est dédié à l'acquisition de trafic et de conversion sur Google, SEA, SEO, pour le compte de clients qui sont en croissance, en hyper-croissance, principalement des startups. L'idée, c'est de les aider à monter vite et utiliser le meilleur de ce levier qui est très intentionniste avec des templates d'action assez courts, voilà, pour avoir rapidement une validation par exemple, de leur POC. Écoute, c'est parfait. En plus, c'est un sujet, moi, les startups, c'est des clients moi, que je traite pas du tout d'ailleurs. Donc ça va être, je pense, un sujet super intéressant. C'est des boîtes qui, généralement, c'est vrai, ont besoin d'aller vite. Donc, par où commencer déjà donc toi, apparemment, tu étais spécialisé plus dans la lead gen, B2B. Tu as un nouveau client. Voilà, ils ont des problématiques, ils veulent aller vite, ils veulent croître. Qu'est-ce que tu fais ? Et comment est-ce que tu fais ? Exactement. Alors, juste déjà pour moi, la définition de la lead gen, en français génération de lead. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, tu fais bien de le faire. on peut avoir cette phrase un peu barbare de je fais du scaling en génération de lead. Ça fait peur, même à certains prospects ou clients qui arriveraient chez WeBloom. En français, concrètement, c'est comment on peut augmenter progressivement et rapidement un budget média sur Google Ads pour aller chercher plus de formulaires remplis qui ensuite seront traités par tes équipes commerciales en tant que client. Aller chercher de plus en plus de ces prospects en augmentant le budget, ça peut cracher assez souvent. Donc moi, l'idée, c'est de mettre en place un template qui va durer entre 3 à 6 mois pour m'assurer que cette augmentation de budget par mes clients leur amène vraiment de la rentabilité, leur permettre de prendre position sur Google. Oui, c'est que toi, contrairement à beaucoup de consultants, tu as des clients qui veulent dépenser et qui veulent dépenser plus. Souvent, c'est l'inverse. Moi, c'est aussi mon cas. J'ai des clients qui, au final, quand on veut croître, il n'y a plus personne, puisque tu en as qui ont des enveloppes qui ne veulent pas dépasser ou autre. C'est vrai que le fait de commencer à dépenser beaucoup sur Google, ça peut faire peur. L'avantage d'être parfois avec des startups, c'est qu'elles sont financées, elles font des levées de fonds, elles ont de l'argent à dépenser. Et justement, plus elles en dépensent, et plus elles en dépensent d'une manière rentable, et puis mieux elles se portent. Donc toi, tu es là, au final, pour leur apporter de la rentabilité et surtout faire croître le budget. C'est ça. D'abord, les aider à identifier un CAC. On va en parler ensemble parce que c'est un point extrêmement intéressant et qui n'est pas forcément bien compris. Et ensuite, une fois qu'on l'a identifié, tenter, je dis bien tenter, de le stabiliser avec différentes approches. Le SEA, le search pour commencer, très très bas de funnel, et ensuite remonter doucement en fonction du budget qu'on peut y associer pour
là, réellement scaler le nombre de formulaires remplis, tout en maintenant des coûts acceptables. D'accord, Moi, donc le CAC, et pour préciser, on parle de coût d'acquisition client, donc c'est voilà, ça peut être coût par conversion quand on est sur Google Ads, CPA, voilà, on l'appelle de différentes manières, mais ici ce sera CAC aujourd'hui, hein, donc coût d'acquisition client. Exactement. Toi, c'est comme ça que tu l'appelles. C'est comme ça que j'appelle. On pourrait même, c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation hier, on pourrait même l'appeler coût d'acquisition prospect, puisqu'en réalité, dans la lead generation, on va plutôt aller chercher pour nos clients des formulaires qualifiés remplis, donc un nom, prénom, un email, suivi par un bouton envoyer le formulaire, afin d'enrichir son CRM, et ensuite, c'est à ce client-là de travailler sur une séquence email pour leur présenter des produits tout au long du mois qui suit, de les rappeler si on a un numéro de téléphone, ou de leur envoyer une démo gratuite de leur outil si on est sur un SaaS, par exemple. Donc, dans le cas de LinkedIn, on va plutôt parler d'un coût par prospect. Puis, si on travaille sur le long terme avec ce client, on peut même aller jusqu'à un coût au client signé quand les cycles de vente sont longs et comparer les deux. Moi, là, ici, on va plus se concentrer sur faire remplir des formulaires, faire de la lead génération, qu'on appelle haut de funnel en sales. Ok, alors comment tu t'y prends? Alors, parce que c'est la question du jour. Je vais avoir 3 étapes. Ce qui est intéressant, c'est que ces 3 étapes, cette méthodologie, elle s'applique partout. B2B principalement, même B2C d'ailleurs un petit peu, sur tous les types d'entreprises. Et je vais rentrer dans le cœur du sujet après, mais j'aime bien rapidement les décliner. La première étape, c'est la data. Nous, on va faire ce qu'on appelle une période de setup qui va durer de 2 à 3 semaines où on ne fait pas d'opérationnel. Ça peut sembler bizarre pour le client d'ailleurs de payer alors qu'on n'est pas directement dans le compte, et on est obligé de s'assurer que toute la data, tous les outils d'analyse sont bien posés, sont bien configurés avec Google Ads et vont lui permettre de mesurer justement cette réussite. Assez étonnamment, y compris chez des clients matures, c'est pas le cas. C'est même très peu le cas. Je pense que ça doit être ton cas, Benjamin. On va Ouais, c'est souvent le principal problème. Ouais. c'est le principal problème. Une fois qu'on a ce bon setup, pour le coup, qui se parallélise avec la création de reporting. J'adore Data Studio, je reviens là-dessus parce qu'il y a 2-3 coquines que je vais pouvoir vous donner sur des indicateurs à créer dans l'outil Data Studio de Google qui sont vraiment dingues pour la prise de décision. Et une fois qu'on a ce setup fini, on bourrine sur le search de manière intelligente. Donc on apprend, une fois qu'on a appris, on part en smart bidding. Et Ok, donc ça veut dire que tu crées donc tout un système pour faire du reporting, tu mets en place tous les systèmes pour traquer, et donc là on parle de tracking des conversions, j'imagine. Comment est-ce que les formulaires que les prospects remplissent sur le site de ton client vont pouvoir remonter dans Google Ads? Exactement. Et j'insiste là-dessus, c'est une obligation. Même pour des budgets inférieurs à 1 000 € par mois de dépenses sur Google Ads, je vais obliger mes clients à passer par cette phase de paramétrage. Vraiment. Et elle est indispensable puisque dans le futur, quand on va monter en puissance, ne pas l'avoir, c'est se tirer une balle dans le pied, mettre en pause peut-être des campagnes le temps de le paramétrer et avoir appris des mauvais apprentissages au doigt mouillé lors des périodes de test. Donc c'est obligatoire, même sur des petits, même à 100 € par mois de dépenses, il faut y passer. J'ajouterai aussi que je t'en prie. Non, parce que c'est ce que je disais à mes clients. Moi aussi, c'est un peu comme si tu avais un bateau et puis que tu n'avais pas de GPS, hein, que tu navigues à vue, tu Alors, sais pas où tu vas, c'est exactement ça. moi, j'irais même encore rien, plus. c'est pas ce que- J'ai une phrase que j'adore, que j'utilise assez souvent en webinaire. Euh, donc, si jamais la croissance arrive et que les outils de data ne sont pas configurés, donc d'analyse du site, d'analyse des campagnes publicitaires ou de conversion ne sont pas configurés, tu peux aller très vite, tu peux faire du 200 km/h, battre les autres sur du court terme, mais tu es en pleine nuit noire. Le jour où un virage arrive, virage marché, virage produit, tu t'écrases. Parce qu'il n'y a aucun phare pour regarder où tu vas, pour te dire si tu vas toujours dans la bonne direction ou pas, malgré le fait que tu sois en croissance et que tu sois rentable depuis quelques mois. Donc ça va même au-delà de tout ça, c'est être sûr que quand on va enclencher la croissance, on puisse la comprendre et la monitorer. Non, j'aimerais juste que tu précises comment est-ce que tu traques. Est-ce que tu utilises la balise Google Ads? Est-ce que tu lis l'analytics à Google Ads et que tu importes tes objectifs de conversion? Est-ce que tu utilises des CRM? Tu en as déjà Avec, parlé, mais j'imagine que oui. avec plaisir. Je me permets juste de finir la troisième étape de ce framework de scaling en 3 étapes. Le premier, c'est le setup de la data. Le deuxième, c'est passer sur du search, du SEA pendant 2-3 mois. Et en fonction des résultats, la troisième étape, c'est d'ouvrir les fameux leviers, les fameux réseaux display et YouTube Ads, on en parlera à la fin, qui peuvent te permettre de vraiment d'accélérer quand c'est très bien configuré.
Voilà, je ferme la parenthèse, on rentre dans le détail sur la partie data. Aujourd'hui, moi, j'oblige tout le monde à passer. Le mot est fort, mais vraiment, c'est une obligation parce que ça va permettre d'avoir les meilleures informations possibles, de passer par le Tag Manager, un outil tiers dans l'univers, dans l'écosystème Google, que tu connais bien, qui est gratuit, qui va venir chercher l'information sur le site internet du client et l'envoyer directement à Google Ads lorsqu'un formulaire est rempli. Je ne passe plus du tout par la balise Google Analytics qui ensuite rebascule une information de conversion à Google Ads puisque je la trouve assez peu fiable. Avec les problématiques RGPD, c'est encore plus le cas. Et je préfère mettre en pause même des campagnes qui sont sur une conversion Analytics pour tout traquer depuis cet outil qui s'appelle le Google Tag Manager. Super important. J'imagine que tu fais pareil de ton côté. De temps en temps, je me permettais de travailler sur des comptes qui étaient encore en Google Analytics en termes de tracking. Plus maintenant, je passe par le Tag Manager. Pour moi, c'est une obligation. L'information est beaucoup plus claire. Et donc tu utilises Google Tag Manager avec la balise Google Ads disponible dans l'interface du compte. Exactement. Une action d'ailleurs qui peut paraître un peu complexe à mettre en place, mais qui en réalité est très simple, puisque Google a bien fait les choses. Et le petit bouton bleu qu'on va trouver, le petit bouton sous forme de plus qu'on va trouver dans l'interface conversion de Google Ads, permet très simplement d'avoir un petit bout de code qui est ensuite rebasculé dans Tag Manager. Alors, pour le poser dans Tag Manager, il faut peut-être passer par un professionnel, mais en tout cas, sortir ce petit bout de code dans Google Ads est assez simple et permet ensuite en moins de 2-3 heures de relier ces deux outils pour vraiment savoir ce qui se passe sur le site de manière le plus fiable possible après un clic sur une annonce. Et je vois des grosses différences entre l'information qu'on remonte d'Analytics et l'information que je remonte depuis le Tag Manager. Ouais, déjà, la grosse différence aussi, c'est par rapport au modèle d'attribution qui n'est pas le même sur Analytics que sur Google Ads, donc une des grosses différences vient de là aussi. Donc là, par contre, on est sur des conversions qui sont assez brutes, on ne parle pas encore de conversion offline. On ne parle pas encore de conversion offline, ça arrive à la fin, on a de la chance en plus, les écouteurs du Gripcast ont de la chance, parce que les techniques pour relier Google Ads à un CRM, citant HubSpot ou Salesforce, se simplifient énormément. C'était encore très complexe, je trouve, il y a quelques années. Aujourd'hui, ça peut se faire pour un coût restreint. J'en parlerai à la fin de cette première partie data, mais c'est quelque chose effectivement à mettre en place assez vite, parce qu'on a de la chance, les outils se sont développés, les outils tiers sont développés permettant de le faire. Oui, il y a même la possibilité maintenant avec des outils no-code comme Airtable ou Zapier de créer des mini CRM et d'envoyer des conversions hors ligne, même quand on n'a pas les moyens de se payer un HubSpot ou un Salesforce qui sont quand même réservés encore à des grosses boîtes. Mais c'est vrai que ça se démocratise aussi de ce côté-là. Et puis il faut en profiter, puisque moi j'ai l'habitude de dire que c'est de ces conversions qui sont beaucoup plus qualifiées qu'un simple formulaire que vient derrière l'effet de levier pour aller chercher vraiment plus de volume et à des coûts qui restent mesurés, quoi. Totalement. Et tu as spoilé l'information que je voulais donner. Et effectivement, on a ces outils tiers qui peuvent permettre de nourrir directement des CRM du marché si on les a, si on a payé pour, et si on ne les a pas, ou on est sur un Google Sheet pour récupérer le nombre, les informations d'un formulaire, on peut aussi renvoyer dans ces Google Sheets l'information, puis ensuite, une fois qu'on a signé un client, le renvoyer dans Google Ads. Pour 2-3 mois après une conversion dans Google Ads, lui dire, regarde, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. Qui sur le long terme, tu l'as très bien résumé, fera une différence, puisque les algorithmes, j'en parlerai dans la table 2, mais pour moi, les algorithmes Google, c'est des enfants. Si tu les nourris bien, avec de la bonne information, qui vient donc de ton CRM, ils grandissent mieux et plus vite. Voilà, petit aparté sur les algorithmes, on y reviendra. Donc passons au search maintenant, une fois que tu as tout mis en place. Une fois que je mets en place donc ces conversions directement depuis le Tag Manager ou en allant chercher dans un CRM l'information finale de vente, je ne vais pas tout de suite sur le search, je vais juste créer mon premier reporting. Premier reporting grâce à un outil que beaucoup d'éditeurs doivent connaître, je vais me permettre d'en reparler rapidement, c'est le Google Data Studio, un outil magique. Vraiment, je ne comprends pas comment Google peut l'offrir en gratuit, parce que ça apporte une valeur folle. Ça me permet, moi, de retravailler des reportings, de retravailler des informations qu'on n'a pas dans l'interface Google Ads. J'en ai 2 en tête qui peuvent vraiment servir. C'est les tips dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Okay. La première, c'est de mettre côte à côte des courbes 30 jours glissants et 360 jours glissants. On n'a aucun moyen aujourd'hui dans l'interface de comparer ce qui se passe sur le court terme dans un même reporting à gauche, par exemple, et sur le long terme à droite.
c'est vital dans le sens où on va vite sur Google Ads travailler sur du court terme, travailler sur des tests de 5-6 jours, rentrer dans des frustrations du quotidien, de campagnes qui ne marcheraient pas depuis 3, 4, 5 jours. Tout ça, c'est des signaux faibles. Si on prend du recul au même moment en regardant sur un trimestre ou sur un an ce qui se passe, énormément de choses peuvent être compréhensibles. On va prendre des notions de saisonnalité, on va prendre des notions de virage de marché, plein de choses. Et donc, je m'impose toujours, quand je fais une analyse, très court terme, sur les 7 ou les 30 derniers jours, d'avoir au même endroit ce qui se passe depuis un an sur mon compte. Ça m'a permis vraiment de sauver des comptes, de ne pas faire de grosses erreurs dans des moments de rush pour des campagnes qui pourraient être en train de baisser, alors qu'en réalité, on avait déjà fait un x3 depuis l'année dernière. Donc, on était sur des problématiques saisonnières, des signaux faibles qui n'avaient aucun sens. Il fallait regarder sur le long terme pour finalement ne rien faire et laisser le compte continuer sa croissance. C'est le premier point. On ne peut pas l'avoir dans Google Ads malheureusement, donc je recommande très très fortement d'avoir 2 courbes côte à côte, court terme, long terme. Ça change plein de choses. L'autre information que j'aime bien, l'autre page que je vais créer dans ces reporting, c'est le pourcentage de conversion entre les smartphones et le PC. Ça, c'est une information qu'on a par contre dans Google Ads, même si elle n'est pas forcément visible, je trouve, pour des néophytes, parce qu'il faut creuser un petit peu dans les différents onglets. Moi, j'aime bien la remettre en avant, la simplifier avec des petites icônes, même s'il faut, remettre le nombre d'impressions, de clics, de taux de clics, puis de vue de la page conversion et en fin de conversion, sous la forme du funnel, côte à côte. Montrer ça à un client, c'est tout de suite lui indiquer qu'on a un réservoir de conversion énorme sur le mobile, si jamais lui travaille un tout petit peu plus la conversion sur sa page de vente smartphone. Un exemple concret, souvent, c'est je vais avoir des petits chatbots qui vont venir cacher le bouton de formulaire, tu dois connaître ça, et ça empêche sur smartphone la conversion. Si on regarde ces chiffres de loin, on va juste se dire, bon, bah, ok, le PC me semble prendre tous les clics et toutes les conversions, je vais mettre mon budget dessus. En réalité, non, on a une friction en termes de UX sur le smartphone qui fait qu'on ne peut pas aller très loin. Pour autant, en haut de funnel, on fait venir beaucoup de gens sur un smartphone, ça ne coûte pas cher, on a très bon taux de clic. Donc en réalité, il ne faut pas arrêter, il faut juste travailler l'UX. Avoir un reporting entre ces deux mondes, entre l'UX et la conversion et Google Ads, c'est une obligation pour moi et c'est quelque chose qui est souvent oublié. On a tendance à se dire Google Ads va tout faire pour moi, aujourd'hui c'est automatique, il va sélectionner ce qui est le mieux entre le PC et le smartphone. Oui et non, j'aime bien y ajouter un peu d'expertise humaine et de vérifier avec ce reporting que tout va bien. Ouais, c'est surtout que si le mobile marche moins bien, tu auras tendance à faire moins de volume sur le mobile, alors que c'est là où est tout le volume au final, hein, maintenant sur Internet. Enfin, si l'algo voit que tu transformes beaucoup moins sur mobile, il va moins t'envoyer de trafic mobile et beaucoup plus sur ordinateur. En plus, c'est un trafic généralement un peu plus cher quand tu es sur PC. Ok, super intéressant. En plus, le gros avantage pour moi de Google Data Studio, c'est que tu peux créer des templates. Donc, réutiliser un template que tu as pour un client tout en envoyant de la donnée d'un nouveau compte que tu crées. On n'en a pas parlé avant, mais peut-être que tu pourrais nous mettre à dispo des auditeurs, peut-être un template simplifié. Ouais, bah, carrément. Bon, bah écoute, on verra ça à la fin de l'épisode, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place, mais je pense que sur l'article qui accompagne l'épisode, si tu nous offres un de tes petits templates, là, ça pourrait être super intéressant. En minima, le court terme, long terme, il m'a vraiment sauvé la vie dans des moments de stress. Je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. On oublie des fois de prendre ce recul qui permet de ne pas faire d'action à un moment donné et de laisser le compte finalement reprendre sa vie naturelle. Ouais, c'est surtout que quand on fait des comparaisons, oui, à 7-30 jours, ben, on se retrouve, c'est vrai, à être sur des périodes de temps qui sont très courtes et on peut se dire, oui, bah, les 30 derniers jours étaient pas bons, donc je vais faire quelque chose pour améliorer, mais si on prend un temps plus long, les 90 ou même les 6 derniers mois, on peut voir qu'on est sur une pente qui au final est très bonne et on va se mettre peut-être à casser des campagnes pour pas grand-chose ou à surréagir à des événements alors qu'il n'y aura pas lieu d'être, quoi. Exactement, c'est très bien résumé. C'est une difficulté justement du conseil, je trouve, qui est de trouver les chiffres et les représentations visuelles permettant de le montrer directement à un client, à la personne qui paye au final, que non, aujourd'hui il ne faut rien faire sur ce compte, il faut le laisser vivre, puisque sur le long terme, on a pris la bonne vision et que travailler au jour le jour et regarder tous les soirs si on a performé ou pas n'a aucun sens aujourd'hui quand on fait de la gestion Google Ads. Ça sera le mot de la fin pour la partie data. Tu m'as coupé sur le pied, ouais, donc on va
enchaîner tout de suite maintenant avec ce que tu fais ensuite. Donc, si j'ai bien compris, c'est du search. Bon, ça paraît normal, mais Ça comment paraît est-ce que tu normal prends toi? et Puisque chacun a sa recette pour structurer, pour organiser ses campagnes, les paramétrer. exactement. Ça paraît normal et pas tant que ça. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui voilà, me disent être approchées par euh, énormément de consultants qui vont proposer dès le début des campagnes de branding, des campagnes très visuelles et pas forcément rentrer tout de suite dans ce qui fait de la conversion, c'est-à-dire le SEA sur des recherches très intentionnistes, très bas de tunnel. C'est dommage et dans l'esprit startup où il faut vite vérifier que notre page de vente fonctionne, je préfère rentrer tout de suite sur du search avant tout. Le premier point dans cette partie 2, c'est l'analyse de la concurrence. Puisque je n'oublie jamais que sur Google, finalement, il n'y a pas de bonne pratique, il n'y a pas une attente absolue de Google sur ce qu'il faut faire, on a juste de la comparaison. On est juste mis en perspective par rapport à la personne qui est sur la position 2 et 3. Et tout s'arrête là. Si on n'a pas de concurrent, finalement, c'est pas très grave et on peut être moins bon quand même réussir. Donc la première chose que je fais, c'est de vérifier si sur mes requêtes, j'ai des concurrents, analyser leurs bénéfices marketing mis en avant. Ça, je le fais via un outil qui malheureusement est payant, SEMrush, qui permet simplement de regarder sur les 3 ou 4 premiers titres de mes concurrents ce qui est mis en avant. Est-ce que le bénéfice va être sur le temps passé à avoir une réponse, sur le prix, sur le nombre de clients. Tout ça me permet de comprendre ce qu'un prospect va voir quand il fera une recherche autour d'une thématique pour essayer d'être différenciant, justement, et d'expliquer à mon client que non, le prix, même si le sien est très bien, n'est pas différenciant, parce que les 3 premiers résultats sur Google, quand on tape sa recherche, c'est bidule à 3 euros, machin à 2 euros, et super truc à 1,50 €. Aucun intérêt à aller faire une guerre des prix face à ces gens-là. On va plutôt jouer sur d'autres éléments de réassurance pour être la seule annonce parmi les 4 premières qui dit quelque chose de différent. Et souvent, ça permet réellement de faire des avancées sur les taux de clic assez folles et de récupérer un 10-15% de CTR face à des personnes, même si nos prix au final vont être plus élevés. Donc je vais tout première chose, c'est pour comprendre comment me différencier sur ce que je raconte, regarder ce que les autres racontent. Premier point. J'imagine que tu te retrouves là-dessus aussi, mais c'est quelque chose qui est souvent oublié malheureusement au lancement du. Oui, c'est ça. Je pense que trop souvent, on a tendance à être dans le rush et à se dire, ça y est, j'ai mon compte, j'y vais, je choisis mes mots-clés. C'est vrai que l'annonce, je pense, est encore un peu sous-évaluée. Ouais. Mais après, tu t'en auras toujours. Et puis moi, le premier, qui disent que les gens ont tendance à ne pas lire les annonces, ce qui est vrai. Il y en a beaucoup qui ne lisent pas, qui même confondent avec les résultats SEO ou qui font une confiance aveugle dans Google et qui pensent que parce que c'est le premier lien, c'est le lien qui est le mieux. Et donc, qui vont même pas chercher ailleurs. Mais ça, c'est quand on a une vue qui est un peu trop restrictive. Alors qu'il y en a quand même qui lisent, et c'est aussi pour ces gens-là qu'on crée des annonces. Il y en a qui vont tout lire, il y en a qui vont lire ton annonce, qui vont lire ta page de vente de A à Z. T'en as qui scrollent les pages de vente. En fait, il y a tous les types de comportements, et on a trop tendance même à penser que son propre comportement, c'est le même que le comportement de ses prospects ou des prospects de son client. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut prendre ce temps-là, le temps de préparation en fait, un peu comme quand on rédige une page de vente, qu'il faut faire une étude de marché. Trop souvent, on a tendance à partir tout de suite sur sa feuille blanche sans prendre le temps de faire ses recherches, etc. Et puis ce que tu dis là, c'est super intéressant. Et puis même, il n'y a pas forcément... Alors c'est vrai que SEMrush te permet sûrement d'aller plus vite. C'est un outil qui est aussi cher, mais il faut bien que les auditeurs aussi prennent conscience qu'on peut le faire à la main. Totalement. Voilà, il n'y a pas forcément besoin en plus d'outils pour faire ça. Oui, c'est vrai que la recherche à la main va être un peu chronophage, mais elle permet d'arriver au même résultat. Je vais revenir rapidement sur ce que tu as dit, parce que c'est très bien résumé. La plupart du temps, on va être sur des users Google qui ne lisent pas les annonces ou qui lisent en diagonale. Il se trouve que dans mon secteur d'activité très particulier, et ça peut intéresser les auditeurs, à savoir le B2B sur des logiciels, par exemple, de gestion ou des choses assez chères, puisqu'on va aller chercher via le formulaire de contact à vendre sur le long terme nos projets, nos produits. Les gens lisent les annonces. Les professionnels, finalement, qui sont en recherche d'un outil vont prendre le temps de lire les annonces. Donc moi, je sais que dans mon environnement, j'ai assez peu de misclics. Je vais plutôt avoir des gens qui font un benchmark et qui regardent les 4 premiers résultats avant de sélectionner celles sur lesquelles ils vont cliquer.
contrairement au B2C, contrairement au e-commerce ou à d'autres verticales que je ne connais pas du tout, parce que je me suis ultra segmenté dans le B2B, on doit avoir une annonce parfaite et qui est ultra différenciante parce qu'elle sera lue. C'est une information qui peut être intéressante. Et petite question du coup par rapport aux annonces. Maintenant, comme tu le sais, on aura bientôt plus le choix et on ne pourra faire que des annonces responsives, donc c'est-à-dire avec plusieurs titres et plusieurs descriptions, et on laisse le loisir à Google de tout mélanger et de diffuser la version qu'il pense la plus pertinente. Est-ce que tu as déjà commencé à changer de comportement par rapport à ça? Est-ce que tu es de ceux qui pinent, donc qui, entre guillemets, bloquent les titres et les descriptions à certaines positions? J'aimerais bien voir ton avis là-dessus aussi. Alors, je suis encore en cours de test, puisque je serai plutôt de ceux qui vont bloquer dans ces 15 annonces que Google nous propose de rédiger à minima 1 ou 2 annonces. J'aime bien maîtriser, par exemple, mon call to action ou la place de la marque dans les 3 titres qui finalement vont être affichés parmi ces 15 choix. La problématique, et tu as peut-être la même, quand je ping des annonces, quand je dis à Google, je ne te laisse pas le choix, tu vas à minima prendre ce titre pour rédiger l'annonce, j'ai un score de qualité qui baisse. Petite information, le score de qualité, c'est une note que Google va donner à notre annonce. Plus elle est élevée, plus on a des chances d'être diffusée. Donc c'est assez problématique d'avoir une annonce qui est mal notée par Google. Or, quand je ping, elle est souvent mal notée. Donc en ce moment, je suis vraiment en test entre la vision marketing qui serait de pinguer toutes les annonces pour être sûr de ce que je raconte et coller parfaitement à la recherche d'un internaute, et avoir des annonces mal notées sur Google qui pourraient venir dégrader ma diffusion, l'impression de publicité. Et en toute franchise, j'ai pas encore de résultats. Pour le moment, sur différentes campagnes, je laisse les 15 annonces libres, ou alors je les ping. Évidemment, c'est pas la même note, et je regarde derrière ce qui se passe. Maintenant, sur la structure de tes campagnes, quelles sont les premières campagnes que tu lances et comment est-ce que tu segmentes? Voilà, Alors, je vais avoir ça va être assez simple. On a de la chance. Google est tellement automatisé que la vision granulaire d'un compte où on aurait 50 campagnes différentes ne marche plus du tout. Ça me permet d'aller assez vite là-dessus, et je vais travailler plutôt sur la récolte de la data et le texte de mes annonces. Donc, en termes de structure de compte, c'est très simple. Je commence par une campagne de protection de marque, toujours, que je vais mettre à part des autres campagnes pour pas venir déjà biaiser les chiffres de mes campagnes d'acquisition de trafic avec des requêtes de marque qui vont venir exploser les taux de clic et de conversion, et puis à la fin me montrer un chiffre macro qui a l'air super mais qui en fait est pas bon du tout, puisqu'à l'intérieur on trouve des achats de conversion qui n'ont aucun sens, des gens qui nous connaissaient déjà et qui ont cliqué sur le premier titre Google de notre marque. Donc je différencie toujours, super important, la campagne de marque des autres campagnes. Et puis ensuite, je vais créer 2 ou 3 campagnes d'acquisition de trafic sur des thématiques bien précises. À l'intérieur, beaucoup de groupes d'annonces par contre, et je laisse Google définir parmi ces groupes d'annonces lequel est le meilleur. Et le budget que j'ai mis sur la campagne va aller sur le groupe d'annonces qui est le meilleur dans la saisonnalité en cours. C'est ma nouvelle façon de travailler. Elle marche plutôt bien, elle me permet de gagner du temps de création, puisque la plupart de mes comptes aujourd'hui, contrairement à avant, ont au maximum 5 à 10 campagnes sur le search. Est-ce que tu lances des DSA aussi? Alors, j'en ai lancé beaucoup. J'en reviens un petit peu parce que les campagnes classiques avec les RSA, donc ces nouvelles annonces où on donne le choix à Google d'indiquer ce qu'il veut parmi 15 titres, commencent de mon côté à avoir les mêmes résultats que les DSA et me permettent d'avoir un peu plus de contrôle. Point 1. Point 2, j'ai eu, et ça va vous intéresser je pense, pas mal de retours négatifs de clients qui ont vu des DSA et qui m'ont dit mais attends, c'est pas du tout l'annonce que moi j'aurais mis. Ce qui est raconté à l'intérieur de la DSA, puisque c'est Google qui les rédige à notre place, correspond pas vraiment à ma proposition de valeur, à qui je suis en termes d'ADN de marque. Et est-ce que tu peux les arrêter s'il te plaît, parce qu'aujourd'hui c'est catastrophique. J'ai besoin d'avoir le contrôle sur ce que je raconte sur Google quand je suis en première position. Donc c'est peut-être très spécifique au secteur d'activité sur lequel je travaille aujourd'hui, la lead gen en B2B. Peut-être que pour d'autres secteurs d'activité, finalement, peu importe ce qu'on raconte, tant qu'on a de la conversion. Mais pour des marques qui font attention à leur image, la DSA, des fois, elle est un peu problématique. Le fait d'avoir aucun contrôle sur ce qui est écrit à l'intérieur me bloque, moi, auprès de certains clients.
Et pour rappel, un ADSA, c'est qu'on envoie plutôt à Google des flux de pages, hein, on n'envoie pas des mots-clés, hein, c'est le contenu du site qui va servir à Google pour déclencher oui ou non l'annonce sur certaines requêtes. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui s'en servent aussi pour aller trouver des idées de mots-clés ou aller chercher du volume incrémental. Donc ça peut servir, c'est vrai, dans ces situations-là. Après, c'est vrai que je te rejoins, quand on veut contrôler le message qu'on affiche, c'est pas les DSA C'est un qu'il faut peu, faire. c'est un peu plus clair. Puisque, Mais ouais, bah, c'est un peu le même cas en SEO, hein, quand ouais, on laisse Google choisir, parce que je crois, alors je suis pas un expert, mais je crois que maintenant, même quand on met une balise titre, je crois que parfois il se donne le le droit de laisser. loisir voilà, le droit de réécrire complètement le titre, et puis souvent ça colle beaucoup moins par rapport à ce qu'on avait mis dans la balise titre de son site. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. En fonction de son secteur d'activité et de ce qu'on veut, à savoir 100% de performance très rapidement ou peut-être 90% associé à un contrôle sur son image de marque, la DSA est un choix à prendre ou pas. C'est une vraie question qui doit être posée finalement au client final avant de la valider. Ouais, puis il y a des questions aussi peut-être de volumétrie de site. C'est vrai que sur des sites avec des gros catalogues, et je pense notamment au e-commerce, ça peut être pertinent. Totalement. Pour pas faire, quand on a des millions de produits, si on se tape toutes les campagnes à la main, ça peut vite être très très chronophage aussi. Ouais, très, très chronophage. Dans mon cas, où on va être sur des pages produits, puisque c'est du B2B, maximum 50, 100 pages produits par site, il y a un peu moins d'intérêt pour le coup. Ouais, exactement. Au niveau des stratégies d'enchères, tu utilises Ah, quoi? Alors tu m'as dit aussi que tu avais, voilà, dans ton framework, j'imagine que tu as différentes ouais, étapes aussi de ce point de vue-là? extrêmement bien structuré, puisque c'est ce qui peut faire derrière un compte, pour le coup. Je commence toujours au CPC manuel ou alors au CPC enrichi, ce qui est relativement la même chose. On laisse juste un tout petit peu plus de chance à Google d'aller chercher un utilisateur avec le CPC enrichi. Je vais laisser tourner en manuel pendant environ un mois jusqu'à atteindre les 30 conversions sur le site. Et par expérience, quand on dépasse 30-40 conversions, par exemple 30-40 formulaires remplis sur le site, les algorithmes de Google sont en capacité de gérer les enchères à notre place, puisqu'ils ont réussi à identifier un pattern commun, des éléments communs entre les 30 personnes qui ont converti, et d'aller payer un peu plus cher quand des personnes leur ressemblant sont en train de faire une recherche. Donc je me laisse à minima 30 conversions et un mois et demi de diffusion avant de passer au smart bidding. Je ne commence jamais par du smart bidding. Ça, pour le coup, pour moi, c'est un non-sens. C'est juste aller au casino. Donc je commence toujours par du CPC manuel. Et ensuite, quand je peux passer à ce fameux smart bidding, au bout d'un mois et demi et plus de 30 conversions, là, en ce moment, j'ai une stratégie qui est magique, vraiment magique, assez peu utilisée, qui est celle du CPA cible capé au CPC. Alors, j'imagine que ça va te parler, Benjamin, mais c'est peut-être un peu barbare pour les auditeurs. Le CPA cible capé au CPC, c'est dire à Google, je ne veux pas que mon coût par acquisition, donc combien je vais coûter pour le clic sur un formulaire rempli, me coûte plus de X euros, par exemple 10. Et en plus de ça, je ne veux pas que l'annonce publicitaire qui soit affichée m'ait coûté plus de 2 euros quand quelqu'un clique dessus pour arriver sur mon site. Ça permet de laisser à Google le champ libre pour faire ce qu'il veut en termes d'enchères, tout en le bloquant à 2 euros maximum. Et ensuite de lui dire, sur mon site internet, si tu n'arrives pas à trouver des gens qui me coûtent moins de 10 euros en formulaire rempli, eh ben, je ne diffuse pas mon budget, je ne suis pas présent. Et ça permet d'être très 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 propre et toutes les semaines d'augmenter doucement le CPA cible pour trouver le niveau idéal où le client est satisfait parce que ça lui coûte pas forcément cher, où on a du volume et en plus d'être sûr que Google ne va pas se permettre à certains moments donnés de faire payer plus de 20 ou 30 euros par clic, ce qu'il pouvait faire avant quand on avait uniquement le CPA cible, sans ce capping au CPC. Et j'espère que c'est clair, c'est un élément assez complexe à expliquer, mais aujourd'hui c'est ce qui marche très très bien dans mon secteur d'activité. Par contre, je pense que tu peux préciser, le capping du CPC, on ne l'a de disponible que si on utilise des stratégies de portefeuille. Oui, totalement. Voilà, Mais il la faut bien stratégie de préciser. portefeuille, là où l'intéressant, je trouve, c'est qu'on peut finalement en créer une dans laquelle on va mettre une seule campagne. Et donc, Voilà. c'est un peu complexe à gérer dans l'interface, mais on se retrouve à la fin à avoir quand même la possibilité, campagne par campagne, de gérer son CPA et son CPC. Au niveau des 30 conversions, je reviens là-dessus. Tu parles de 30 conversions au niveau du compte ou au niveau de chaque campagne que tu veux passer en smart bidding? C'est une super question, merci. Parce que j'allais provoquer des erreurs, je pense. Je parle au niveau des conversions, au niveau des campagnes, pas du tout au niveau du compte.
D'accord, donc dès qu'une campagne a plus de 30 conversions, et là on parle d'un intervalle de temps de combien? De 30 jours? 30 jours minimum. Voilà, donc en gros, si tu as plus d'une conversion par jour en moyenne sur les 30 derniers jours, tu peux, avec un bon niveau de confiance, passer sur du CPA cible ou sur d'autres enchères automatiques. Totalement. Encore une fois, dans un environnement qui va être le B2B et la lead gen. Peut-être que dans un environnement de e-commerce, on va atteindre ce nombre de conversions minimum beaucoup plus rapidement parce qu'on va avoir plus de volume, plus de personnes qui cherchent à acheter un t-shirt, par exemple, qu'un logiciel pour faire du emailing dans mon secteur d'activité. Donc, c'est des choses qui vont être spécifiques à ce marché et je pense qu'on peut passer peut-être un peu plus tôt au smart bidding quand on est sur un marché qui fait beaucoup plus de volume et qu'on a un compte qui cartonne dès le début. Et est-ce que quand tu as des conversions CRM qui peuvent prendre 2 à 3 mois, hein, tu l'as dit tout à l'heure, quand on fait du B2B et qu'on vend des logiciels qui sont chers, parfois on a un cycle d'achat qui est long entre le moment où la personne remplit le formulaire et le moment où elle devient client. Il y a des démos, il y a des relances par les commerciaux, etc. Et puis, c'est des choix parfois et c'est des produits qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Quand tu as des temps longs comme ça, entre potentiellement un formulaire et un achat, donc là je parle d'achat, donc de conversion offline, Ouais. sur quelle action de conversion tu bases ta campagne? Est-ce que tu préfères rester sur le lead, entre guillemets, brut, le formulaire, parce que tu en veux plus, mais forcément tu as beaucoup plus de touristes, ou est-ce que tu préfères attendre un petit peu plus que ton un mois, attendre qu'il y ait tes premiers clients qui remontent, et du coup baser la stratégie d'enchère automatique plutôt sur la conversion hors ligne, donc les clients, pour avoir des meilleures datas à envoyer à l'algorithme. Je ne sais pas Alors, si je suis clair, mais très clair, le Graal pour moi, mais il est malheureusement difficilement atteignable, c'est ce que tu viens de dire, à savoir dire à Google, je ne veux que tu ailles chercher que des personnes qui ont réellement acheté. Après 2-3 semaines de travail via un commercial suite à un formulaire rempli. Pour que ce momentum arrive, pour moi, il y a au moins 1 an de travail minimum. Donc c'est plus sous cette forme-là que je vais répondre à ta question. C'est 1 an de travail avant de pouvoir passer à cet algorithme qui sait exactement quel type de personne va vraiment acheter et non pas juste se renseigner pour aller derrière, quand ce type de personne fait une recherche, proposer une annonce en première place et être prêt à payer très très cher pour récupérer son clic. Parce que pour nous, c'est le plus intéressant. J'ai encore jamais réussi à avoir une stratégie de ce type qui fonctionne avant 1 an de data, de tests progressifs, de volume de conversion. Donc c'est très long et c'est vraiment un Graal qui est difficile à atteindre. après, il y a peut-être moyen, et je pense que c'est déjà ce que tu fais, d'avoir des conversions, entre guillemets, Intermédiaire. intermédiaires. Ouais. Déjà, d'avoir un lead entre un lead qualifié et un lead non qualifié, je pense que tu as la réponse beaucoup plus vite. Et là, quelque part, c'est une conversion qui est pas un client final, mais ouais, mais quelque part, tu peux rapidement faire la différence entre un touriste, quelqu'un qui n'a pas compris, qui ne sait pas vraiment ce sur quoi il s'est inscrit, et une personne, un professionnel qui a un vrai besoin pour le produit que tu proposes. Là, généralement, c'est des choses que tu peux obtenir plus vite, et donc faire ces actions intermédiaires, les faire remonter aussi dans Google Ads et t'en servir comme conversion principale de ta campagne. C'est totalement vrai. Je vais en profiter pour faire un coucou à nos amis sales, puisqu'on peut ajouter l'indicateur SQL pour Sales Qualified Lead dans l'algorithme, où on va effectivement, au moment où un commercial va appeler quelqu'un qui a rempli un formulaire et tomber sur une personnalité intéressée, on peut renseigner cette information dans Google pour dire OK, on n'a pas encore vendu, mais il semble que la personne qui a rempli le formulaire soit vraiment intéressante pour nous, ce qu'on appelle un SQL dans le langage commun marketing. Et ça, ouais, totalement, on peut configurer les outils de CRM pour ne pas attendre la fin et non envoyer à l'étape intermédiaire, prise de contact qualifiée, l'information en Google Ads. Tu vois, les mecs que tu as récupérés la semaine dernière, ils sont bien intéressants. Je confirme leur intérêt. Tu as entièrement raison. Dernière étape maintenant, une fois que tu as du search qui marche bien. Donc là, Alors, et c'est là l'avantage aussi d'avoir des stratégies d'enchères comme ça, c'est que ça peut tourner assez facilement tout seul, entre guillemets, bon, même s'il faut contrôler un minimum. Mais voilà, on est à la troisième étape. Qu'est-ce que tu fais pour aller chercher encore plus de volume? alors, je vais avoir une étape intermédiaire qui va être une ouverture très douce et très progressive de mes mots-clés. On n'en a pas encore parlé des mots-clés. C'est peut-être pas un sujet qui parle à tout le monde, mais sur Google, on a la possibilité de dire, quand on achète une recherche, je veux être affiché uniquement sur cette recherche
que je te demande, ou alors sur des recherches annexes que j'aurais pas moi identifiées, mais qui selon toi, Google, seraient intéressantes. On appelle ça acheter des mots-clés en expression exacte ou en large. Je commence évidemment toujours par l'expression exacte pour aller chercher vraiment les requêtes qui m'intéressent. Acheter logiciel emailing par exemple, c'est super. Et une fois que toutes mes stratégies de search sont mises en place, que j'ai des annonces qui cliquent bien, que j'ai pu remonter toutes ces informations de mes CRM, que je suis au CPCA cible capé par CPC, je me permets d'ouvrir quelques mots en large pour dire à Google, eh ben, vas-y, lâche-toi. Peut-être que maintenant que tu as cette information, maintenant que tu sais qui m'intéresse, tu peux diffuser mes annonces sur des recherches qui ne seraient pas exactement celles que moi j'avais identifiées au début. Donc j'ouvre vraiment doucement mes mots-clés en large, et ça me permet d'avoir, comme tu l'as dit, un compte qui est presque en pilotage automatique avec régulièrement un peu plus de volume à aller chercher. C'est l'étape intermédiaire qui permet de finir le search. Ok, et après, une fois que tu ouvres, c'est vrai que généralement, tu vas aller sur toutes les requêtes qui sont potentiellement qualifiées pour toi, et tu vas normalement toucher ce que toi t'appelais, on en a discuté un petit peu avant l'interview, un plafond de verre, où là tu te dis j'ai un peu épuisé toutes les réserves que je pouvais, puisque c'est comme, c'est un peu comme tout canal, tu peux pas créer de la demande. La demande, elle existe, et tu vas te positionner sur les personnes qui font des recherches, mais tu peux pas créer des gens qui vont taper ces mots-clés sur Google. Tu en as un certain nombre qui varie en fonction des mois et de la saisonnalité, bien sûr. Mais donc après, si tu vas aller chercher du volume, forcément, il faut t'ouvrir et ne pas faire que du search. Exactement. Moi, ce plafond de verre, encore une fois, dans mon environnement, je l'atteins souvent aux alentours de 5 à 10 000 euros de dépenses mensuelles sur Google Ads et d'une part d'impression, donc le nombre de fois où mes annonces sont visibles par des gens qui font la recherche que je veux, aux alentours de 60%. À ce moment-là, je sais que si je pousse les budgets, ça va me coûter beaucoup plus cher d'aller chercher les 40% de personnes restantes parce qu'elles se connectent moins, elles font moins de recherches, elles sont un tout petit peu moins intéressées, elles sont déjà potentiellement chez des clients, et donc je vais avoir malheureusement, au moment où j'augmente mes budgets, des coûts d'acquisition qui explosent. Ça va être de plus en plus dur d'aller chercher quelqu'un qui a envie de remplir un formulaire chez moi. Et il n'y a aucun intérêt, je trouve, par exemple, à passer de 70% de part d'impression en search, donc sur le moteur de recherche Google, à 100%. Et les 30% restants pour être le premier tout le temps, ce que certains clients, par exemple, souhaitent, vont nous coûter extrêmement cher. Vraiment, vraiment, ça va être exponentiel. Et le coût par acquisition, le coût par formulaire rempli va exploser aussi. C'est un principe mathématique qui est pas forcément, qui vient pas tout de suite en tête, mais qui est important à avoir. Et dans ce cadre-là, je préfère dire à mes clients, restons aujourd'hui sur cette niche. On sait qu'on peut, pour moins de 10 euros, récolter des formulaires, que tu en as X nombre par mois. Et pour aller chercher d'autres personnes qui les remplissent au même coût, on va plutôt ouvrir du display et du YouTube Ads. Donc on va plutôt faire l'équivalent de la publicité sur Facebook ou à la télé. On va afficher nos publicités à des gens qui ne connaissent pas encore ou qui sont dans un moment où cela pourrait les intéresser. Ça, encore une fois, je l'active qu'à partir de plusieurs milliers d'euros de dépenses sur le search. Et surtout, j'y mets aussi plusieurs milliers d'euros de dépenses. C'est super important. J'ai souvent des clients qui me demandent combien de budget je dois mettre sur le display YouTube parce que j'ai atteint mon plafond de verre en search. Pour moi, et ce sera à débattre ensemble, mais en dessous de 5-6 000 euros par mois, par levier, donc 5-6 000 sur YouTube, 5-6 000 sur le display, on ne va pas faire grand-chose, puisque c'est des leviers qui demandent énormément de tests, énormément de volume de diffusion pour que Google comprenne à qui il faut les afficher. C'est déjà une première information. Faire du display pour 500 euros par mois, ça n'a pas beaucoup de sens, on risque de perdre son argent. Et donc quelqu'un, toi, qui aurait 500 euros à mettre sur du display, tu lui dis quoi? Tu lui dis, va les dépenser sur Facebook, par exemple. Exactement. Je lui dis, va les dépenser. Si t'es pas encore à 50% de part d'impression sur ton moteur de recherche, va les rajouter pour atteindre ton plafond de verre et trouver toutes les personnes qui là en ce moment ont vraiment besoin de toi sur Google Ads. Donc retravaille un petit peu tes pages de vente, retravaille un petit peu tes annonces. Peut-être que aujourd'hui ce budget devrait aller vers du très très bas de tunnel, vers des gens qui ont besoin de toi là tout de suite. Il n'y a aucun intérêt à mettre une petite goutte d'eau dans un univers très complexe qui est le display. Tu vas simplement perdre ton argent. Facebook peut aussi être intéressant, mais pour moi c'est pareil. C'est dépenser de l'argent pour dire à quelqu'un « Hello, j'existe », alors qu'à côté, tu as peut-être des gens qui te recherchent, qui ont besoin de toi et qui ne te voient pas en première position Google. C'est dommage.
Donc, je vérifie d'abord si ces 500 € peuvent pas être appliqués pour avoir plus de parts d'impression. Et ensuite, si c'est pas le cas, non, je t'en prie. Non, parce que je vois le temps et je sais que toi, que tu es pris après. On va peut-être faire assez rapidement sur le search et le display tes trois astuces, ce que tu recommandes vraiment pour pas Ça marche. Ouais, je comprends. dépenser son budget dans le vent. Et puis après, on passera sur le dernier segment du podcast avant de te laisser vaquer à tes occupations. Merci. La première astuce, je l'ai dit, c'est un nombre minimum de budget à dépenser. 4 à 5 000 € par levier. La deuxième astuce, ça va être de commencer par du remarketing avant l'acquisition. On va utiliser ces leviers pour diffuser nos publicités à des gens qui seraient déjà venus sur le site ou qui auraient déjà consommé des livres blancs qu'on a diffusés à gauche à droite pour leur dire « Salut, tu as l'air de ne pas avoir finalisé ton inscription chez moi ou rempli un formulaire alors que tu es intéressé. Voici qui je suis, voici ce que tu pourrais avoir en venant chez moi. N'hésite pas à cliquer sur cette pub pour revenir. » Ça marche souvent bien au début et si on doit mettre l'intégralité du budget dessus, moi je le mets là-dessus avant de faire l'acquisition. La troisième tips, c'est une campagne que j'appelle remarketing tiède, qui est super. C'est de cibler toutes les personnes qui ont tapé sur Google le nom des concurrents et de leur envoyer ensuite une pub. C'est quelque chose qui est entre deux univers, entre le remarketing pur, j'ai vu le site internet et je suis pas sûr, ou alors je ne te connais pas du tout. Si j'ai vu le site de mes concurrents, je peux être intéressé par un autre que je connais pas qui vient afficher une pub pour me dire je suis meilleur qu'eux, regarde, viens chez moi. Et ça marche très très bien. C'est quelque chose que Google propose sous la forme d'audience personnalisée, c'est le nom exact, et j'ai des résultats assez extraordinaires en mettant souvent 4 à 5 concurrents tapés sur Google dans ces audiences, puis ensuite je diffuse mes publicités à ces personnes-là. Ok, donc là, toi, tu utilises ce qu'on appelle les custom audience personnalisées, et tu mets pas plus de 4-5 mots-clés. Parce qu'il y a un peu tout et son contraire là-dessus. Il y en a qui mettent des listes Alors, de 50 en mots-clés. réalité, si je dois faire des campagnes d'acquisition, donc je vais aller chercher des personnes qui me connaissent pas du tout en leur envoyant une pub, je vais mettre beaucoup de mots-clés génériques autour d'un service, logiciel emailing, comment envoyer des emails, quoi faire avec ça, c'est quoi un email. Je vais en mettre évidemment une bonne trentaine. Si je dois faire une publicité qui va chercher des gens qui en ce moment ont déjà identifié quelques outils mais ne sont pas encore sûrs, je vais juste mettre les mots-clés correspondant au nom de mes concurrents. Donc ça va être une campagne que j'appelle remarketing marque concurrent. Et je vais mettre par exemple Mailchimp, Sendinblue, Hotspot, à l'intérieur de mon annonce, de mon audience. La laisser telle quelle et envoyer des publicités aux gens qui ont vu ou qui ont tapé le nom de mes concurrents. Et ça marche super bien. On a des taux de clics assez fous sur ce type de campagne. Ok, super intéressant. On va finaliser là-dessus. Et la dernière question que je te poserai, c'est la question que je pose à tous les invités, qui va être une question assez générique sur la publicité et en particulier sur Google. Ce serait est-ce que tu as identifié une idée reçue très répandue et contre laquelle, alors, je dirais pas que tu te bats, mais voilà, avec laquelle tu n'es pas du tout en face, tu n'es pas du tout d'accord? Oui, et elle va rejoindre ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il est impossible sur Google Ads de simplement augmenter le budget pour voir de manière linéaire ou même exponentielle ces conversions augmentées. On va passer par plusieurs étapes et chacune de ces étapes, comme la vie d'une société finalement, va rendre de plus en plus complexe l'acquisition de trafic. Donc quand ça marche bien, il faut absolument pas se dire c'est super, si je mets x10 en budget, je vais avoir x10 en conversion, je peux envoyer ce type de projection à mes investisseurs. Malheureusement non, on va vite taper un plafond de verre, il faudra investir différemment ou un peu plus pour continuer son acquisition. Donc l'augmentation de budget ne correspond pas forcément malheureusement à l'augmentation de performance sur Google Ads. Voilà, donc ce que tu dis, c'est que même si on fait x2 sur son budget, on n'aura pas x2 en nombre de conversions. C'est les algorithmes aussi qui fonctionnent comme ça, c'est que les conversions incrémentales sont toujours un peu plus coûteuses, et donc plus tu vas chercher des gens qui sont de moins en moins intéressés par ce que tu proposes, plus tu payes chaque lead, chaque formulaire cher, et donc au final, plus tu augmentes ton budget, et plus tes coûts d'acquisition ont tendance à augmenter. Je te rejoins tout à fait, c'est une notion qui est très compliquée à comprendre puisque ça touche aux algorithmes, au ciblage, à l'économie aussi un petit peu, puisque c'est des principes économiques, ça c'est des rendements en fait, c'est les rendements décroissants. Mais voilà, c'est super intéressant. Donc c'est vrai que quand on a des bonnes performances, et c'est valable aussi dans la finance, les bonnes performances passées ne préjugent pas, je crois que ça s'appelle comme ça, ne préjugent pas des performances futures. En tout cas, il faut
l'identifier avant et prévoir un budget supplémentaire à ce qu'on aurait pensé pour atteindre les performances souhaitées en termes de projection. Ça, c'est extrêmement important. En tout cas, Clément, c'était super intéressant ce dont on a discuté aujourd'hui. Beaucoup de choses. Peut-être qu'on se refera un follow-up avec la phase 3 de ton framework, donc plus orienté display, YouTube, dans un futur épisode. Avant de te laisser, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie d'en savoir plus ou même te contacter? Alors, directement sur LinkedIn, Clément Bourdon, ou alors sur notre site internet, webloom.fr. On a plein de petites choses sympas dessus, n'hésitez pas à y faire un tour. Bon, et puis on va rediscuter juste après de ton template. Oui, j'ai Data tout Studio noté. qui nous a mis l'eau à la bouche, et je mettrai ça dans les notes de l'épisode sur le site du Gripcast, donc podcast.grip.fr. Merci beaucoup Clément, et je te dis à une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Salut, ciao. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout qu'il t'aura plu. Pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux, j'ai besoin de ta contribution. J'aimerais que tu prennes 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis, 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye.